On ne devrait jamais gâcher de la bonne nourriture, et les fabricants de Kit Kat sont bien d'accord avec cette règle. De fins observateurs ont déjà remarqué que les Kit Kat défectueux finissent dans de grandes poubelles bleues. Ils passent ensuite par un processus de retraitement. Le chocolat est alors combiné à de la liqueur de cacao, puis on y ajoute du sucre et, au final, le fabricant obtient la pâte qui sert à coller les gaufres à l'intérieur de chaque barre Kit Kat. La garniture des Kit Kat est donc faite de Kit Kat ratés. C'est fou! Les tiges de rhubarbe peuvent être consommées sans danger, tandis que les feuilles, elles, sont plutôt toxiques en raison de l'acide oxalique qu'elles contiennent. Ne t'endors pas, mais et si je te disais que tu peux littéralement entendre la rhubarbe pousser? Ce type de plante croît tellement vite que lorsque le bourgeonnement s'effectue, on peut vraiment entendre un son spécifique. Certaines personnes affirment carrément entendre les rhubarbes grincer non-stop durant leur période de croissance. Si tu pensais que les grains de maïs étaient uniquement jaunes, prépare-toi à une sacrée surprise. Il existe du maïs arc-en-ciel. Il ne s'agit pas d'un phénomène naturel cependant, c'est le fruit d'une sélection humaine. Ce n'est pas pour rien que l'on appelle ce type de maïs le glace gemme. Tout d'abord, le grain semble effectivement être en vert. Et pour ce qui est de la partie pierre précieuse, les épis colorés ressemblent effectivement à des bijoux. Chaque grain est unique. Cette variété de maïs a été sélectionnée pendant de nombreuses années par Carl Barnes, un agriculteur et éleveur de l'Oklahoma en partie Cherokee. Les gens qui ont fait du popcorn avec ce maïs affirment que celui-ci est également coloré. La sauce Worcestershire n'a pas été inventée intentionnellement. Dans les années 1830, l'anglais Lord Sandys est revenu d'un voyage en Inde. L'Inde est célèbre pour ses délices, mais notre Lord appréciait une sauce en particulier. Il se rendit dans une pharmacie où il demanda à deux chimistes, John Lea et William Perrins, de lui concocter quelque chose de semblable. Ces derniers préparèrent un lot entier et comptaient le vendre. Mais l'odeur de légumes et de poissons était si désagréable qu'ils décidèrent de conserver le lot dans leur cave pendant quelque temps. Et puis, tu sais ce que c'est, la vie passe, et les deux hommes ont finalement oublié les tonneaux avec la sauce. Manifestement, cette dernière a fermenté. Les chimistes n'ont redécouvert le tonneau que 2 ans plus tard. Ces hommes devaient être de sacrés aventuriers du goût, puisqu'ils l'ont testé et c'était sucré. Regarde ces frites! Oui, certaines d'entre elles ont des taches noires inhabituelles. Si tu es un amateur de fast-food, tu as probablement déjà vu cela au moins une fois. Ce n'est pas quelque chose de bien méchant et cela ne signifie pas que ces frites sont impropres à la consommation. Il s'agit simplement de ce que l'on appelle des poches de sucre. La raison de leur apparition est simple. Si les frites sont conservées au réfrigérateur, l'amidon qu'elles contiennent se transforme en sucre. Lorsque le cuisinier les sort du frigo et commence à les faire frire, la température élevée fait cuire le sucre à l'extérieur avant que l'intérieur ne soit complètement cuit. Donc, en fait, ce ne sont que des taches extra caramélisées. Le problème éventuel, c'est que ces sucres peuvent laisser un petit goût de brûlé. Rien de plus. Les carottes ont aussi leur petit secret en matière de sucre. Elles sont bien plus sucrées en hiver. Le fait est que les carottes ont développé une sorte de réponse physiologique pour empêcher la formation de cristaux de glace. Ces derniers peuvent abîmer la carotte, et l'augmentation de la teneur en sucre permet de les éviter. Si tu as déjà vu un jour de la duck sauce, juste une petite précision. Sache qu'elle n'a en fait rien à voir avec les canards. Elle est très sucrée et son principal ingrédient est constitué de noyaux de fruits, notamment les prunes, les pêches et les abricots, ce sont les meilleurs. Pour épicer le tout, il est nécessaire d'ajouter du sucre, du vinaigre, du gingembre et des piments. Le mélange du sucré et des épices fait de cette sauce un condiment parfait pour les nems, rouleaux de printemps, viande et de nombreux autres plats salés. C'est difficile à croire, mais les croustilles au fromage que nous aimons tous étaient considérés comme bons à jeter dans les années 1930. Un jour, Edward Wilson a remarqué qu'un peu de maïs s'échappait de l'une des machines d'une usine qui produisait de la nourriture en flocons pour les animaux et formait des rubans. Ces rubans semblaient curieux, alors Edward décida de les emporter chez lui et de les assaisonner. Il a également remarqué que le maïs gonflé durcissait s'il était exposé à l'air. L'expérience s'est avérée être un succès, et le produit à base de maïs a été développé pour devenir une collation célèbre dans le monde entier. Quel est le point commun entre le beurre de cacahuète et une bague de fiançailles? Ils contiennent tous les deux des diamants. Un scientifique allemand a appris à transformer le beurre de cacahuète en diamant. Il a extrait l'oxygène du CO2. Il a obtenu du carbone, puis l'a soumis à une pression intense. À la fin, il a récupéré de vrais diamants. Ça semble facile, mais ça ne l'est pas.
Il a pris du beurre de cacahuète ordinaire et l'a pressurisé avec une puissante machine. La pression était 1,3 million de fois plus élevée que l'air qui nous entoure. Puis, il a chauffé le tout à des températures que l'on rencontre normalement à 800 km sous la surface de la Terre. Techniquement, le scientifique a ainsi simulé la façon dont les structures cristallines se forment dans le manteau inférieur de la Terre. Alors, si tu as déjà pris un pot de beurre de cacao pour le transformer en diamant, n'oublie surtout pas aussi de prendre de la gelée et du pain. En cas d'échec, tu seras bien content d'avoir au moins un bon petit sandwich. Encore une question bizarre pour toi. Qu'est-ce qui contient le plus de protéines? Un steak ou des brocolis? La réponse est le brocoli. Mais il y a un tout petit détail. Il contient plus de protéines par calorie que la viande. Ainsi, 100 calories de brocoli t'apporteront plus de protéines que 100 calories de viande. Autre avantage, le brocoli ne contient pas d'acides gras trans ni de cholestérol. La dernière énigme ici, promis. Alors, qu'est-ce qui est le plus énergétique? Une pomme ou une tasse de café? Désolé les amoureux de café, les pommes sont aussi bonnes que votre boisson préférée. Alors, la prochaine fois que vous sentez que vous manquez d'énergie, essayez de prendre une pomme au lieu d'un double expresso. Les pommes sont riches en minéraux, en vitamine C, en glucides et en fibres. Elles te donneront donc autant d'énergie que le café. Probablement même plus. Les gens ne savent toujours pas exactement comment les chips ont été inventés, mais une légende prétend qu'elles ont été créées en 1853 par le chef d'un luxueux restaurant de Saratoga Springs dans l'État de New York. Les gens y adoraient les frites, mais un jour, un client n'était pas satisfait de leur qualité et s'est plaint qu'elles étaient trop épaisses. George Crumb, le chef de ce restaurant, a dû préparer des frites plus fines. Le client pointilleux n'était toujours pas content. Le chef s'est mis en colère. Sans surprise, c'était la 3e fois qu'il préparait le même plat pour ce client. Il a donc fait exprès de rendre ses frites ultra fines. Les tranches étaient si minces qu'il était impossible de les manger avec des couverts. Étonnamment, le consommateur capricieux a fini par adorer le plat. La recette est vite devenue virale et les frites ont fait leur apparition dans toutes les épiceries américaines. La seule chose qui a changé, c'est qu'au départ, il s'agissait d'un plat chaud et qu'il s'est un peu transformé en une collation. As-tu déjà remarqué que le papier toilette est généralement de couleur blanche, mais cette couleur n'a pas toujours été la plus répandue? En fait, les papiers toilettes de couleur ont fait leur apparition sur les étalages dans les années 1950. Les gens achetaient du papier rose, bleu, jaune, vert et même noir, car ces couleurs s'harmonisaient tout simplement avec leur intérieur. Mais peu à peu, de nombreux médecins ont commencé à associer la teinture des papiers toilettes colorés à des risques accrus pour la santé. De plus, le colorant ne permettait pas au papier de se décomposer aussi rapidement après avoir tiré la chasse d'eau, ce qui augmentait le risque de boucher les fosses septiques. Cela a fini par rendre les coûts de fabrication et de distribution trop élevés par rapport au papier blanc de base, et finalement, la demande a commencé à s'effondrer. Et maintenant, regardons de plus près ces motifs fantaisistes. La plupart des gens ne se soucient probablement pas des décorations lorsqu'il s'agit de leur papier toilette. Et pourtant, ces motifs existent toujours. Mais pourquoi? Eh bien, il y a plusieurs points de vue à ce sujet. Certains disent que ce n'est qu'un outil de marketing. Les fabricants emploient ces motifs fleuris pour rendre leurs produits plus esthétiques. Et aussi pour que les clients associent leur marque à l'élégance et à un style de vie luxueux. Il existe une explication plus pratique. Ces motifs font gonfler le papier, ce qui le rend plus absorbant. En parlant de confort, t'es-tu déjà demandé pourquoi le papier hygiénique des toilettes publiques était si rugueux? La réponse la plus évidente est que le papier toilette de haute qualité revient plus cher. De plus, les entreprises préfèrent acheter des rouleaux géants de papier de mauvaise qualité car cela permet de les changer moins souvent. Ce choix permet aussi d'éviter les vols. Et oui, les gens fauchent réellement du papier dans les WC publics. As-tu déjà remarqué que les interrupteurs des toilettes publiques sont généralement placés à l'extérieur? Eh bien, ce n'est pas dû au hasard. Les constructeurs le font pour des raisons de sécurité, car comme nous le savons tous, l'électricité et l'eau forment une dangereuse combinaison. Et les interrupteurs sont reliés au courant, donc l'électricité les traverse littéralement. Bien sûr, les interrupteurs installés par des professionnels seront assortis d'un tas de mesures de sécurité supplémentaires. Mais la plupart des constructeurs préfèrent ne pas prendre le moindre risque. Au Royaume-Uni, les règles de sécurité des interrupteurs sont beaucoup plus strictes qu'aux États-Unis par exemple. C'est pourquoi, si tu vis à Londres, tu trouveras probablement plus souvent des interrupteurs à l'extérieur des salles de bain. Mais ne t'inquiète pas, la plupart des salles de bain disposent de toute façon de circuits électriques indépendants. Cela offre une sécurité supplémentaire en cas de choc électrique accidentel.
Lorsqu'un changement dans le courant électrique se produit, ils sont censés disjoncter automatiquement. Les possibilités d'éclairage semblent infinies en ce bas monde. Mais pourquoi les feux de signalisation sont-ils rouges, oranges et verts? Il s'avère qu'il y a une explication logique à cela. Avant les feux de circulation pour les voitures, il y avait des feux de circulation pour les trains. Et les premiers opérateurs ferroviaires utilisaient la couleur blanche pour signifier voie libre, le rouge pour signifier stop et le vert pour signifier prudence. Mais bien plus tard, on a réalisé que la couleur blanche n'était pas une si bonne idée, car une lumière blanche vive pouvait être facilement confondue avec une simple étoile pendant la nuit. Les compagnies ferroviaires ont donc modifié la couleur blanche pour que le vert signifie voie libre et le jaune prudence, car ces couleurs se distinguent facilement des autres. Et finalement, cette tradition s'est étendue aux feux de signalisation des voitures et est devenue la norme. Quant à la couleur rouge, elle a la longueur d'onde la plus longue, ce qui signifie que les conducteurs peuvent la voir à une plus grande distance que les autres couleurs. Et la couleur jaune a été choisie comme signe de prudence car elle a une longueur d'onde légèrement plus courte que le rouge, mais toujours plus longue que le vert. Quelle est la pièce la plus poussiéreuse de ta maison? Généralement, la réponse est la chambre à coucher. Mais pourquoi? Les chambres ont tendance à générer de la poussière à partir des cellules de peau mortes, des acariens et des fibres textiles de tes draps, tapis et rideaux. Si tu as un animal de compagnie, sa fourrure et ses cellules de peau ajoutent une quantité importante de saleté à cette fête poussiéreuse. Heureusement, il existe des moyens simples d'éliminer la poussière de ta chambre. Il s'agit notamment de faire ton lit tous les jours et de nettoyer régulièrement la pièce au moyen d'un aspirateur ou d'une serpillière. Tu peux envisager de te débarrasser des tapis, des meubles et des bibelots inutiles qui ont tendance à accumuler la poussière. Prête une attention particulière à la qualité lorsque tu achètes des rideaux ou des draps de lit. Plus le tissu est lâche, plus il accumule la saleté. Et enfin, tu peux interdire à ton animal de compagnie d'entrer dans ta chambre. Mais soyons honnêtes, tu ne feras jamais ça. Les purificateurs d'air, les climatiseurs et les ventilateurs de plafond modernes peuvent contribuer à rendre l'endroit où tu dors plus douillet. Mais assure-toi de les nettoyer régulièrement. Autrement, si ton filtre est sale, encombré par des poils ou tout autre polluant présent dans l'air, il ne pourra pas collecter correctement les nouvelles poussières, et celle-ci se retrouvera immanquablement sur les surfaces de ta chambre. En parlant de poussière, savais-tu que tu peux nettoyer les franges de ton balai avec une pelle à poussière? Ce zigzag ne remplit pas seulement une fonction esthétique, tu peux l'utiliser comme un peigne pour les poils. As-tu déjà eu ces marques derrière tes oreilles après avoir porté des lunettes? Parfois, il leur faut même des semaines pour disparaître. Eh bien, c'est un signe que les branches de tes lunettes ne sont pas ajustées correctement pour ta tête. En d'autres termes, elles sont trop serrées. Cela peut provoquer une irritation de la peau et même des maux de tête. Si elles sont pliées vers la zone qui se trouve derrière tes oreilles, elles peuvent appuyer sur la partie fragile du crâne. Garde donc à l'esprit que les branches doivent non seulement avoir la bonne taille, mais aussi être correctement ajustées. Un opticien professionnel peut facilement régler ce problème, et c'est bien plus sûr que d'essayer de le faire tout seul. Les râpes à caissette peuvent aussi être utilisées en position horizontale. Dans bien des cas, il est beaucoup plus pratique de râper une carotte ou un gros bloc de fromage de cette façon. Si tu veux râper un produit mou comme du fromage de chèvre ou de la mozzarella, tu peux les mettre au congélateur pendant environ 30 minutes avant de les râper. Il existe aussi un moyen de faciliter le nettoyage et d'empêcher le fromage de coller. Étale une petite quantité d'huile sur la râpe avant de t'en servir. Et maintenant, jetons un coup d'œil aux aspects les moins plébiscités de cette râpe. En as-tu déjà eu l'usage? Ce côté est en fait conçu pour trancher. C'est plutôt pratique si tu veux faire de fines tranches de légumes pour ta salade ou tes pâtes, ou pour décorer des chips. Et ces petits trous perforés sont conçus pour zester ou râper très finement. Les râpes sont très utiles pour la prochaine astuce, qui ne concerne pas la nourriture. Si tu as un budget plutôt serré, tu peux acheter ce savon à lessive super bon marché, en râper une petite quantité et le jeter directement dans ta machine à laver au lieu d'utiliser le gel de lavage habituel. Le pain de mie n'est pas tout à fait du vrai pain. L'eau peut bouillir et geler en même temps. Les bananes sont des baies qui poussent dans l'herbe. Ça te paraît incroyable? Savais-tu que l'eau peut être plus humide qu'elle ne l'est à l'état naturel? Découvre tout ça dans cette vidéo. Les chewing-gums sont généralement roses parce que les premiers à avoir été commercialisés en 1928 étaient de cette couleur. Le rose était simplement la seule couleur de colorant que le fabricant avait sous la main.
Le tout premier chewing-gum, cependant, est probablement apparu il y a environ 9000 ans. À l'époque, les gens mâchaient du goudron de bouleau pour ses propriétés médicinales, par exemple pour combattre la fièvre. En fait, à différentes époques, les gens ont mâché différentes substances. Par exemple, les anciens Mayas fabriquaient des chewing-gums à partir de chiclée, une gomme qui provient du latex blanc du sapotillier. Ils l'utilisaient pour combattre la faim et apaiser la soif. En Amérique du Nord, les gens mâchaient de la résine d'épicéa et les colons européens en ont repris le principe pour en faire un produit commercial dans les années 1840. Tu ne peux nommer un dossier CON sur aucune version de Windows. Et c'est la même chose pour les combinaisons de lettres suivantes, entre autres PRN, AUX et NUL. Cela a à voir avec le système d'exploitation. Il crée lui-même des dossiers pour y stocker des données, et si tu pouvais créer des dossiers homonymes, il ne s'y retrouverait pas. Si tu voulais obtenir toutes les combinaisons possibles d'un jeu de cartes, tu passerais des milliards et des milliards d'années à les mélanger, et tu n'arriverais quand même qu'à un tiers des possibilités. Réfléchis-y, il y a 52 cartes dans un jeu normal. Et le nombre de combinaisons possibles, sans répétition, est de 8 fois 10 élevé à la puissance 67. Même si tu mélanges les cartes 100 fois par seconde, sans répéter les combinaisons, cela te prendra plusieurs centaines de milliers de milliards de fois l'âge de l'univers. En pliant une simple feuille de papier 103 fois, tu obtiendras une liasse de 93 milliards d'années-lumière d'épaisseur, ce qui est supérieur à la taille de l'univers observable. Mais si tu décides de vérifier cela par toi-même, tu n'arriveras pas à la plier plus de 12 fois, et il te faudra une très grande feuille de papier, disons d'un demi-kilomètre de long. Avec une feuille de papier ordinaire, tu n'arriveras qu'à 7 fois. Dans de nombreux supermarchés, tu trouveras 2 rayons pour le pain, industriel et boulangerie, et il s'agit bien de types de pain différents. La variété la plus légère, carré et le plus souvent coupé à l'avance, s'appelle le pain de mie ou pain à sandwich. Et l'autre, eh bien c'est juste du pain. La différence, c'est que le pain de mie est fabriqué tout spécialement pour être tartiné. Il a une texture plus résistante, ce qui permet à ta tranche de ne pas se désagréger quand tu mets, disons, du beurre de cacahuète dessus. Il est aussi plutôt mou, ce qui te permet de mordre dans ton sandwich sans que son contenu ne s'échappe par les côtés, ce qui ne serait pas très élégant en public. Enfin, le pain de mie se conserve plus longtemps que le pain ordinaire grâce aux additifs qu'il contient. Il préserve la texture du pain pendant 1 semaine environ, ce qui te permet de profiter de tes délicieux sandwichs plus longtemps, alors que le pain traditionnel est généralement rassis au bout d'un jour. Il existe un état dans lequel l'eau est à la fois bouillante et gelée. On l'appelle le point triple, et il se produit lorsque les 3 états d'une substance, liquide, solide et vapeur, existent en même temps sans se mélanger. Pour l'eau, le point triple se produit juste un peu au-dessus de la température de congélation et à une pression atmosphérique de 0,006 atmosphères. L'oiseau bleu que tu peux voir sur le logo de Twitter a un nom officiel. Il s'agit de Larry the Bird, et le créateur du réseau social l'a nommé en hommage à l'ancien basketteur de la NBA, Larry Bird, des Boston Celtics. Si tu as décidé d'économiser un peu d'argent en chargeant moins souvent ton smartphone, ceci va te décevoir. Pour charger un téléphone portable, tu utilises des quantités infimes d'électricité. Du coup, au bout d'une année entière, tu n'auras économisé tout au plus qu'un misérable euro. Le mot Jeep est une abréviation. À l'origine, on appelait ce véhicule GP, l'acronyme anglais pour tout usage. Ce n'est que bien plus tard que ce nom est devenu une marque. Les bananes ont une forme incurvée car elles sont tournées vers le soleil et elles ne poussent pas dans des arbres mais sur une plante herbacée. Les régimes poussent vers le bas, mais le fruit se tourne de lui-même vers le soleil, ce qui lui donne cette forme si reconnaissable. Le spandex doit son nom à l'anagramme du mot expand, en français étendre ou élargir. Si tu devais regarder toutes les vidéos sur YouTube, tu passerais environ 1000 ans devant ton écran. Et puis encore 1000 fois plus longtemps à cause de toutes les nouvelles vidéos qui seraient publiées entre-temps. Tu sais probablement que les tomates sont techniquement des baies, n'est-ce pas ? Eh bien les bananes, les poivrons, les pastèques et les aubergines le sont aussi. Il y a un petit symbole de pot ouvert sur tous les articles de cosmétiques. On l'appelle PAO, période après ouverture. Et il t'indique pendant combien de temps tu peux utiliser ton produit en toute sécurité après l'avoir ouvert. Le symbole est généralement accompagné d'un chiffre et de la lettre M, qui signifie mois. Assure-toi de te souvenir de la date à laquelle tu as ouvert ton produit afin de savoir quand les 3, 6, 9, 12 ou 24 mois indiqués se seront écoulés.
Le jack de tes écouteurs comporte souvent plusieurs anneaux, chacun représentant des composants différents. Un anneau correspond à un son mono, deux à un son stéréo, et le troisième signifie que tes écouteurs ont une fonction de micro intégré. Pour savoir si l'œuf que tu viens de faire bouillir est bien cuit, fais-le tourner sur une surface plane. Si ton œuf tourne régulièrement, sans immédiatement retomber, c'est qu'il est cuit. Au lieu d'utiliser de l'eau normale, les pompiers éteignent les incendies avec de l'eau mouillée. Ils y ajoutent des substances spéciales, des produits chimiques qui réduisent la tension de surface que possède l'eau ordinaire. Cela lui permet d'imprégner les objets et de se répandre partout beaucoup plus facilement. Ton rideau de douche se montre parfois un peu trop collant lorsque tu entres dans ta baignoire pour te laver. C'est à cause de l'effet rideau de douche. L'eau chaude fait baisser la pression de l'air derrière le rideau. La pression plus élevée et plus dense à l'extérieur pousse le rideau vers l'intérieur, ce qui te donne l'impression que ton rideau t'aime beaucoup. Si tu regardes de plus près un sac poubelle ordinaire, tu remarqueras probablement que sa couture est à l'envers. En fait, tu n'es pas censé secouer le sac pour l'ouvrir. Tu dois le placer au-dessus de ta poubelle comme un chapeau, puis simplement le pousser par le milieu. De cette façon, la couture se retrouvera là où elle doit être, à l'intérieur. Si tu as souvent du mal à sortir tes chocolats de leur boîte, prête attention aux petits trous qu'il y a autour. Ils sont là pour t'aider. Si tu pousses l'un de ces trous, ton chocolat sortira comme de lui-même. Tu utilises des poignées de porte tous les jours. Il est donc normal de s'inquiéter du nombre de germes qui pourraient s'y accumuler. Cependant, c'est en partie pour cette raison que l'on fabrique des poignées en laiton. Cet alliage a un effet antimicrobien et élimine les micro-organismes qui espéraient démarrer une colonie sur ta poignée de porte. Ton pantalon a cette cinquième poche, qui est souvent considérée comme une petite poche inutile. À l'origine, elle était là pour fournir un endroit sûr à ta montre à gousset, ce qui s'est avéré nécessaire lors de son invention en 1901. Elle a ensuite continué à servir à des fins traditionnelles. Aujourd'hui, ça reste un endroit pratique pour glisser quelques tic-tac. Tu as probablement pris ces petits rivets sur tes jeans pour une sorte de motif décoratif. Tout comme cette petite poche. En fait, ils sont incroyablement importants. Ils sont là pour apporter un soutien supplémentaire aux zones qui supportent les parties les plus sollicitées de tes vêtements, les empêchant ainsi de se déchirer de façon embarrassante. Ce petit bouton à l'extrémité de ta ceinture de sécurité semble ne pas être à sa place. En fait, il est là pour que ta boucle reste toujours à l'extrémité, afin que tu n'aies pas à tripoter maladroitement ta ceinture de sécurité chaque fois que tu la mets. Tu es dans une nouvelle voiture ou une voiture de location et la jauge t'indique que le carburant commence à manquer. De l'intérieur, tu ne sais pas de quel côté se trouve le réservoir. Cela peut entraîner une perte de temps à la station-service. Pourtant, sache que le voyant de ta jauge à essence est doté d'une flèche qui t'indique de quel côté tu dois remplir ton réservoir. Certains modèles de voitures peuvent n'avoir qu'un tuyau en guise de voyant, mais alors il est représenté du côté où se trouve le réservoir. Faire de la randonnée dans la neige nécessite un type de chaussures particulier. Les chaussures adaptées ont également un œillet supplémentaire dans lequel ton lacet peut passer. En passant tes lacets dans ces œillets supplémentaires, tu apporteras plus de soutien à tes chevilles et à tes pieds, et tu auras aussi plus de stabilité pendant que tu marches. Lorsque tu marches, les ampoules sont aussi une source de préoccupation. La sueur dans tes chaussures crée une friction entre ton pied et celle-ci, ce qui contribue ensuite à créer les ampoules. L'antitranspirant que tu utilises pour tes aisselles aidera aussi à tes pieds à ne pas trop transpirer. Veille simplement à utiliser un produit transparent. Cuisiner pour les autres est toujours agréable, mais il arrive que les invités soient en retard. Nous sommes tous coupables de cela, n'est-ce pas? Le tiroir supplémentaire sous ton four, où tu gardes toutes tes poêles de rechange, a en fait été conçu pour garder tes aliments au chaud, ce qui est idéal pour attendre les invités en retard. Tu t'es déjà demandé combien de temps ce cadenas pouvait durer quand il est dehors, sous la pluie, pour protéger ton vélo? Il y a un petit trou en bas de celui-ci, qui sert justement à évacuer l'eau afin d'éviter la corrosion à l'intérieur. Il sert aussi à y verser de l'huile, ce qui prolonge encore sa durée de vie. Ce trou dans la porte de l'ascenseur n'est pas là pour vérifier qui est à l'intérieur avant d'effectuer un trajet avec des gens qu'on n'aime pas. C'est un trou de serrure au cas où il tomberait en panne.
Les bouteilles de ketchup, de sauce et tous les autres condiments que nous aimons atteignent tous un niveau de remplissage où il devient difficile de faire sortir le contenu. En vain, tu essayes de le frapper, de le secouer et d'enfoncer des objets à l'intérieur pour encourager les savoureux condiments à sortir. Heureusement, il existe un moyen plus facile de le faire. Le marquage en haut de la bouteille suggère où il faut taper ou appuyer. La sauce sortira plus facilement et plus doucement, permettant à la gravité de pallier ta frustration. Les cintres en bois ont pour but d'aider à repousser les insectes indésirables et d'éviter la prolifération de champignons qui rongent tes vêtements, car ils sont fabriqués en bois de cèdre. Il contient des huiles aux propriétés insecticides et fongicides qui étaient déjà utilisées par les anciens Égyptiens, même si c'était à d'autres fins. Nous avons tous été plus ou moins formés à la technique de la dactylographie et nous connaissons la façon correcte d'utiliser un clavier. Mais tu n'as peut-être pas remarqué que les touches F et J avaient une petite arête en bas. Elles sont là pour t'aider à trouver la position de départ correcte avec tes doigts sur le clavier, sans avoir à le regarder. Si tu as eu la chance d'avoir le siège hublot dans l'avion, tu as dû remarquer le petit trou en bas de la fenêtre. Il aide à égaliser la pression de l'air dans l'avion. La vitre elle-même est faite d'acrylique et n'est pas vraiment en verre, ce qui l'empêche de s'embuer et te permet d'admirer le paysage pendant ton voyage. De nombreux ciseaux de cuisine ont une ouverture dentelée là où les poignées et les lames se rencontrent. Tu peux t'en servir pour effeuiller les herbes difficiles comme le thym, le romarin et la ciboulette. Cela t'évite de perdre du temps à essayer d'enlever les feuilles à la main. Et si tu es à court de vase, tu peux offrir des roses à celles que tu aimes de cette façon. Fais juste attention à l'endroit où tu pointes le bout des ciseaux. La languette métallique des canettes de soda peut être retournée pour que tu puisses y glisser une paille et donc éviter de porter la canette à ta bouche. Cette languette a d'ailleurs remplacé l'anneau de traction créé au début des années 60. Tu te souviens de ces derniers, n'est-ce pas? Ils étaient assez coupants et facilement enlevés et ils présentaient donc un danger pour les autres. Maintenant, tu peux glisser ta paille directement dans la languette et aussi faire des bulles. Parfois, lorsque tu achètes un vêtement neuf, un petit sachet en plastique y est attaché, avec un bouton supplémentaire et un morceau de tissu. Si le tissu est souvent utilisé pour réparer d'éventuels trous, il peut aussi servir à tester les effets de divers détergents sur le vêtement. Il est également pratique pour tester les programmes de lavage avant de laver le vêtement entier. Tu peux utiliser un tournevis pour faire levier si tu as du mal à soulever ou à déplacer quelque chose. Certains ont aussi une poignée de forme hexagonale qui s'adapte à l'intérieur d'une clé à molette. Tu peux l'utiliser pour augmenter le serrage et, encore une fois, faire levier. Pratique pour ceux qui n'ont pas beaucoup de force dans les bras. Les élastiques sont utiles pour de nombreuses choses, mais si tu as une bouteille ou un bocal difficile à ouvrir, tu peux enrouler l'élastique autour du bouchon pour une meilleure prise. Les escaliers mécaniques ont ces brosses noires sur les côtés pour la même raison qu'il y a parfois des lignes jaunes sur les marches, pour dissuader les gens de s'approcher trop près des endroits dangereux. Les gens ne font pas toujours attention, et parfois les vêtements ou lacets peuvent être dangereusement proches de l'endroit où la marche rencontre le bord ou la jupe. La brosse est une petite sécurité pour empêcher que cela ne se produise. Elle peut aussi empêcher des bouts de peluche ou autres petits éléments de tomber dans les interstices. Ton jean possède plusieurs caractéristiques qui sont bien fonctionnelles, bien qu'un peu démodées. Les rivets en métal autour des poches aident à sécuriser les points de tension. Cela leur permet de durer un peu plus longtemps que la moyenne, bien que tous les jeans n'en soient pas équipés. Beaucoup de jeans ont encore une minuscule poche directement au-dessus de la poche principale. À l'origine, elle était destinée à contenir une montre à gousset. Même si ces montres appartiennent pour la plupart au passé, de nombreuses personnes utilisent encore cet espace pour ranger des pièces de monnaie, une bague ou même une mini-clé USB. Cela peut sembler un peu évident, mais si tu te demandes à quoi servent toutes les rainures sur un pneu de voiture, c'est pour l'adhérence sur la route. Cela dit, elles sont aussi un bon indicateur de l'usure de ton pneu. Si ces rainures ne sont plus aussi profondes et qu'elles affleurent presque la route, il est temps de changer tes pneus. Si tu ne le fais pas, la prochaine fois que tu essaieras de t'arrêter brusquement à un feu rouge, tu seras peut-être surpris de constater que ta voiture s'est transformée en un patin à roulettes géant. Ces boîtes à emporter, souvent associées au restaurant chinois, sont conçues non seulement pour transporter ta nourriture chez toi, mais aussi pour la conserver au réfrigérateur.
Elles font également office d'assiette car tu peux manger directement dedans sans avoir à te soucier de la vaisselle sale. Elles ont d'ailleurs été brevetées en 1894 pour transporter des huîtres fraîchement écaillées et étaient connues sous le nom de seaux à huîtres. Elles ont ensuite été adaptées pour servir de récipient étanche pour la nourriture. Lorsque tu es assis dans un avion et que tu regardes par le hublot, tu as peut-être remarqué ces petits trous ou, dans certains cas, une petite ouverture singulière en bas. Cela s'appelle un trou d'aération. Et il est conçu pour égaliser la différence de pression d'air qui s'accumule entre la cabine pressurisée et l'atmosphère extérieure, surtout à haute altitude. Il libère également l'humidité entre les vitres pour éviter que du givre ne se forme sur les fenêtres et n'obstrue cette si belle vue. Désolé, mais tu ne pourras pas y dessiner un smiley de sitôt. Le premier cutter a été introduit en 1956 par une entreprise japonaise. Ils se sont inspirés des carrés des tablettes de chocolat. Presque tous les rubans à mesurer ont une fente vide dans leur extrémité métallique. C'est ce qu'on appelle une pince à clous, et tu peux donc l'attacher à un clou ou une vis. Une astuce pratique pour faire des mesures sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour le maintenir en place. Les épingles à cheveux ont des rainures sur l'une des branches pour mieux maintenir tes cheveux en place. Le côté rectiligne doit être en haut, tandis que les rainures doivent être contre ta tête. On les appelle aussi épingles bob, à cause de la coiffure bob, c'est-à-dire la coupe au carré qui était populaire dans les années 1920, bien que les épingles aient été inventées au 19e siècle. Un mécanicien de l'Illinois a été appelé pour remorquer un véhicule accidenté. En s'approchant de la Ford Ranger renversée, il a soudain été frappé par l'inspiration. La plupart des gens n'y auraient vu qu'une voiture accidentée, mais cet homme a vu un tout nouveau type de véhicule. Il a pris deux pick-up, une Ford Ranger et une Ford 150, puis il a passé 6 mois à travailler sur un nouveau véhicule étrange. Avec les deux voitures combinées, il a créé l'illusion qu'il n'y en avait qu'une seule. Avec suffisamment de place pour les passagers, il est même légalement autorisé à rouler sur la route. Et avec les 4 roues du dessus qui tournent de façon coordonnée avec celles de la route. Il crée la confusion partout où il roule. Et même parfaitement garé, son engin a l'air bizarre. De nombreuses entreprises agroalimentaires essayent de transmettre à leurs clients potentiels l'importance de manger des légumes verts. Une société anglaise appelée Birdseye est passée au niveau supérieur. Ils ont construit une voiture en forme de petit pois pour promouvoir leurs produits. Elle a été construite sur le châssis d'un kart tout-terrain et comporte de nombreuses pièces provenant d'une coccinelle Volkswagen. Elle a beau ressembler à un jouet, mais c'est bien un vrai véhicule. Équipé d'un petit moteur Honda, ce petit pois vert vrombissant peut même atteindre les 100 km/h. Malheureusement, tu ne le verras nulle part sur la route, car son seul but était de faire de la pub. Mais il a gagné beaucoup de notoriété. Et selon la rumeur, beaucoup de gens auraient même demandé comment on pouvait acheter ce véhicule bizarre. En 1964, une petite Jeep légère appelée Mini Moke a été conçue aux États-Unis. Elle a été proposée à la Grande-Bretagne avec l'idée qu'elle conviendrait à sa géographie. Mais la voiture a été rejetée à cause de sa faible garde au sol. Et les portes latérales ouvertes n'étaient pas tout à fait adaptées au climat anglais. Elle a ensuite été proposée au climat plus chaud du Portugal et de l'Australie. L'idée était qu'elle pourrait être utilisée pour le tourisme et qu'elle pourrait être un moyen facile de se déplacer. Mais sans aucune autre utilisation pour des activités amusantes, elle a perdu en popularité. Pourtant, avec l'introduction des moteurs électriques, elle fait un retour en force. Et ce n'est pas une surprise. La garde au sol est maintenant plus élevée, les sièges sont plus confortables et le prix est aussi très abordable. La voiture coûte environ 21 000 $. Au début du XXe siècle, les voitures ont commencé à régner sur les rues. Certaines d'entre elles fonctionnaient à la vapeur, mais c'était beaucoup trop bruyant. Il y avait même des véhicules électriques, mais comme ils ne pouvaient pas être alimentés en dehors des villes, ils n'ont pas réussi à s'imposer. Mais il existait un autre modèle, encore plus incongru. Au début des années 1920, la Layat Helica a été inventée. On l'appelait aussi l'avion sans ailes. Dans cette voiture, le conducteur était assis à l'avant et un passager était assis derrière. La carrosserie aérodynamique de la Layat Helica est structurée de la même façon qu'un avion. Elle était principalement faite de contreplaqué, avec une grande hélice à l'avant pour tracter la voiture.
Le concepteur pensait que tout le poids des pièces normales de la voiture ajoutait un poids inutile. À l'époque, l'acier était très important pour d'autres utilisations, et un cadre léger était la solution. Pesant environ 250 kg, ce véhicule pouvait atteindre une vitesse de 170 km/h. Tout cela semble fantastique, mais il y avait un sérieux inconvénient. La voiture était incroyablement bruyante, et pour protéger leurs oreilles, les gens devaient porter des casques similaires à ceux qu'ils portaient dans un avion. Ce n'était donc pas le meilleur choix pour un road trip. Mais étonnamment, 30 exemplaires ont tout de même été vendus. Avec la pénurie de carburant des années 1940, les inventeurs ont essayé de trouver d'autres formes de transport. Les véhicules électriques ont été réexaminés après avoir été laissés sur la planche à dessin pendant les 30 années précédentes. Ainsi, une toute nouvelle voiture électrique, l'œuf électrique, a été conçue en 1938, puis construite en 1942. C'était un véhicule en forme d'œuf à 3 roues, avec de la place pour un seul passager. Cet œuf sur roue était alimenté par une batterie. Une charge complète était suffisante pour que ce petit œuf puisse parcourir jusqu'à 100 km. Il pouvait rouler sur les routes à sa vitesse maximale de 70 km/h. Cette minuscule voiture était aussi très légère, ne pesant que 350 kg environ. Avec une telle voiture aujourd'hui, tu pourrais te glisser dans n'importe quelle place de parking. Bonus, il n'y avait aucun angle mort dans cette voiture, avec une vue à 260 degrés. Mais malheureusement, elle n'a pas eu le succès escompté, et un seul exemplaire a été fabriqué. L'ingénierie allemande a toujours été à la pointe de l'industrie automobile. Et un modèle en particulier, l'Amphicar, l'a fait passer à un tout autre niveau. Cette voiture pouvait aussi être conduite sur l'eau. Elle pouvait fonctionner comme un bateau. Avec des roues légèrement plus basses que la normale, elle roulait à des vitesses modestes sur la route. Mais une fois sur l'eau, les roues avant fonctionnaient comme des gouvernails. Elle pouvait naviguer à une vitesse allant jusqu'à 7 nœuds. Les concepteurs étaient conscients que ce n'était pas le meilleur bateau ou la meilleure voiture. Ils l'ont donc annoncé comme le meilleur bateau pouvant être conduit sur une route, et la meilleure voiture pour naviguer sur l'eau. En réalité, elle faisait plutôt bien le travail en tant que bateau. Beaucoup de gens ont été surpris qu'il n'y ait pas de fuite, même si elle était laissée à quai pendant plusieurs heures. Elle a gagné en popularité et près de 4000 exemplaires ont été vendus dans les années 1960. Elle a même inspiré plusieurs autres modèles de voitures-bateaux dans l'industrie automobile. As-tu déjà voulu louer une limousine? Et si ta limousine était croisée avec un avion? Un homme a décidé qu'il voulait combiner son amour pour le Boeing 727 avec la possibilité de le conduire sur la route. Tout d'abord, il a trouvé un avion. Ensuite, il a retiré les ailes et la queue et a fusionné le corps de l'avion avec un bus Mercedes-Benz. C'est donc en quelque sorte un bus ordinaire déguisé en avion. D'une longueur de 16 mètres, il est devenu la plus grande limousine du monde. Il y a assez de place pour 40 personnes, mais il peut quand même rouler jusqu'à 200 km/h. Le cockpit est en grande partie préservé, mais pour des raisons évidentes, un volant a été remplacé pour conduire la limousine. L'escalier pliant d'origine fonctionne toujours, ce qui permet d'accueillir les passagers lorsqu'ils montent dans la limousine Boeing. Étonnamment, cette limousine de 11 tonnes est autorisée à être conduite sur la route et tu peux même la louer. Au début du XXe siècle, les moteurs des voitures sont devenus beaucoup plus efficaces. Et la disponibilité de l'essence à des prix abordables a permis aux automobiles de prendre un véritable essor. En 1927, les concepteurs de voitures ont inventé quelque chose de vraiment chic. Voici la Bugatti Royale. C'était la voiture la plus luxueuse jamais fabriquée. Mesurant 6 mètres de long et pesant 3 tonnes, soit presque 2 fois le poids moyen d'une berline moderne. Cependant, à l'époque de sa création, les économies du monde entier étaient en déclin, et cette somptueuse voiture n'a malheureusement pas été un succès. Même la royauté d'Europe n'était pas intéressée par un achat aussi extravagant. Il avait été prévu d'en fabriquer 25, mais comme l'intérêt est retombé, seuls 3 ont été vendus. La ligne de production s'est arrêtée avec seulement 7 produits achevés. La conception du moteur était basée sur un moteur d'avion français, le plus grand jamais construit. Mais après l'échec de la Bugatti Royale, les moteurs restants ont été réutilisés pour de nouveaux wagons à grande vitesse destinés au système ferroviaire français. Au début des années 2000, un étudiant en géologie participa à une excursion dans la plus grande mine de charbon à ciel ouvert du monde, en Colombie.
En ramassant une pierre, il remarqua qu'il y avait des marques de feuilles préhistoriques dessus. Ensuite, il trouva d'autres pierres et elles portaient toutes le même motif. À l'époque, l'étudiant ne pouvait pas savoir que sa découverte permettrait de décrire le plus grand serpent qui ait jamais vécu sur Terre. Il présenta ses découvertes à un scientifique local qui invita les savants du Smithsonian Institute à une chasse aux fossiles. Il n'était pas très surpris, il savait qu'il y avait des fossiles dans les fosses de Cerrejón. En 1990, un autre géologue y avait trouvé un fossile et le lui avait apporté. Incertain, il l'avait catalogué sous le nom de branche pétrifiée. Des années plus tard, un paléontologue vit une image de cette branche. Il savait que ce n'était pas une branche, mais la mâchoire fossilisée d'un animal. Le scientifique fut si excité par cette découverte qu'il décida de voyager jusqu'en Colombie. Il voulait examiner le fossile, mais personne n'avait la clé de sa vitrine. Impatients, les scientifiques présents brisèrent la vitre et confirmèrent qu'il s'agissait du fossile d'un animal ayant vécu il y a des millions d'années. Grâce à cette nouvelle découverte, ils étaient maintenant certains qu'il y avait d'autres fossiles dans la région. Il fallut environ 2 ans à l'équipe pour comprendre que les fossiles provenaient d'un serpent géant et non d'un crocodile, comme ils l'avaient pensé tout d'abord. Ils purent le confirmer en examinant les vertèbres et les côtes d'environ 30 serpents géants. Tu te dis peut-être que des fossiles seraient vite détruits dans une mine de charbon. Mais en fait, c'est le charbon même qui, en formant une couche, les avait préservés. Malheureusement, nos scientifiques ne retrouvèrent pas le crâne du titanoboa. Contrairement aux mâchoires qui sont extrêmement puissantes grâce à leurs muscles, les os des serpents sont plutôt fragiles. Ils s'effritent généralement bien avant que les sédiments ne puissent les recouvrir. Mais les chercheurs réussirent quand même à mettre la main sur 3 fragments de crâne. Grâce à eux, ils réalisèrent une réplique grandeur nature de la tête du serpent, ce qui étaya leur théorie selon laquelle il s'agissait de l'un des plus grands prédateurs de son époque. Tu commences un peu à flipper? Ne t'inquiète pas, moi aussi. Ils établirent également que le serpent était apparenté aux boas et aux anacondas modernes. C'est ainsi que le titanoboa obtint son nom. C'est un boa titanesque. L'énorme serpent fut officiellement décrit en 2009. Le titanoboa a vécu il y a environ 60 millions d'années, 6 millions d'années après la disparition du tyrannosaure. À l'époque, c'est en Amérique du Sud qu'il prospérait, dans la région aujourd'hui occupée par la Colombie et le Pérou. Il était presque aussi long qu'une piste de bowling et 2 fois plus long que le plus grand serpent vivant aujourd'hui. Et il était aussi lourd que 4 anacondas géants. S'il est devenu aussi grand et aussi lourd, c'est grâce à des circonstances favorables. Les serpents sont des animaux à sang froid, ils ont donc besoin d'un climat chaud pour se développer. Le nord-est de la Colombie était parfait. Il faisait environ 32 degrés Celsius à l'époque où vivait le titanoboa. Le titanoboa n'était pas très rapide, surtout sur Terre, mais il passait beaucoup de temps dans l'eau ou sur les rives. Notre ami pouvait nager à une vitesse pouvant atteindre les 19 km/h. Comme les serpents actuels, il était souple et pouvait rapidement changer de direction. Les scientifiques ne savent toujours pas s'il pouvait grimper aux arbres. Les paléontologues pensent que le titanoboa avait une peau brunâtre ou grisâtre. C'était la couleur parfaite pour se cacher dans les rivières des forêts tropicales. Mais après tout, je ne vois pas pourquoi il aurait eu besoin de se cacher étant donné sa taille. Le plus grand serpent de tous les temps n'était pas venimeux, mais cela ne l'empêchait pas de chasser toutes sortes d'animaux. Et même s'il pouvait manger à peu près n'importe quoi, son repas favori était probablement le poisson. Ouf! Les scientifiques se sont basés sur son palais, ainsi que sur le nombre et la forme de ses dents pour en conclure. On ne pourrait toutefois pas recréer le régime alimentaire de ce géant, car les poissons qu'il dévorait ont tous disparu. Quand il avait envie d'autre chose, le titanoboa mangeait des reptiles. Il s'approchait furtivement de ses proies et les terrassait d'un coup sec. Sa morsure était très particulière. Ses mâchoires permettaient au titanoboa de serrer le corps de sa proie, de sorte qu'elle ne puisse pas s'échapper. Elle avait aussi une belle rangée de dents fines et pointues. Elles étaient repliées vers l'intérieur comme des hameçons. Cette petite caractéristique permettait au titanoboa de bien accrocher sa proie et d'empêcher toute fuite, que ce soit sur terre ou dans l'eau. Il pouvait très probablement avaler de grandes tortues et des crocodiles avec facilité. Tout cela semble plutôt effrayant, mais nous n'avons pas à nous inquiéter. Les titanoboas ont disparu depuis longtemps, pas vrai? Eh bien, techniquement, comme les températures sur Terre augmentent, il est tout à fait possible que les serpents se mettent à grossir.
Ils aiment beaucoup la chaleur, ils devraient donc se sentir à l'aise. Il s'agirait bien sûr de serpents différents, mais il n'est pas impossible qu'ils aient quelques ressemblances avec le titanoboa. Mais avant de penser à t'échapper sur une autre planète, dis-toi que ces énormes serpents auraient besoin d'énormes proies pour se nourrir. Ces géants préféreraient capturer et avaler de très gros animaux. Nous serions en général tout simplement trop petits pour eux. Donc, à moins que le serpent ne soit vraiment affamé, il ne perdrait pas son temps à chasser des amuse-gueules. En outre, comme tous les serpents, le titanoboa possédait un odorat fin et délicat et vivait dans des conditions très particulières, en plus d'être très sensible aux vibrations. Une odeur trop forte, trop de bruit, un climat trop froid, trop sec ou trop humide, et le serpent allait voir ailleurs, à moins d'être vraiment désespéré. Donc, si tu vis dans une grande ville, tes chances de rencontrer un serpent comme le titanoboa sont d'environ 0%. Pour les zones rurales, c'est différent, mais notre géant n'envisagerait très certainement de ne vivre que près de l'équateur. Et nous avons déjà des serpents géants dans les régions les plus chaudes du monde. Le python améthyste, un serpent constricteur ovipare, est un gentil géant. C'est le plus grand serpent de Papouasie-Nouvelle-Guinée et d'Australie. Il peut atteindre la taille de 8,50 m et peser jusqu'à 35 kg, ce qui est à peu près aussi lourd qu'un dalmatien. Les pythons améthystes sont assez curieux et se glissent parfois dans les maisons en Australie, mais ils sont plutôt inoffensifs pour les humains. Ils se nourrissent généralement de rongeurs, de chauves-souris et d'oiseaux lorsque ceux-ci viennent s'abreuver dans les ruisseaux. Pour chasser, ils savent se tenir à l'affût. Ils ont des capteurs de chaleur dans le creux de leur museau qui leur permettent de repérer plus facilement les animaux à sang chaud qui font leur régal. Le python de Seba est l'une des 11 espèces vivantes du genre python. C'est actuellement le deuxième plus grand serpent de la planète. Cet énorme serpent brun peut faire jusqu'à 6 mètres de long et peser environ la moitié d'un panda géant. Il prend ses repas très au sérieux. Il peut en effet capturer une antilope et la manger d'une seule bouchée. Même les crocodiles ont peur de cette bête, qui n'hésitera pas à s'attaquer à eux. En 1958, un zoologiste a trouvé un jeune crocodile du Nil de 1 mètre de long dans l'estomac d'un python de Seba. Selon le scientifique, le python aurait dit « Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve tout cela difficile à avaler. » Ce n'est pas vrai, bien sûr. Les pythons sont muets, c'est du moins ce que nous pensons. Le python réticulé détient le record du plus long serpent vivant du monde. Le plus grand d'entre eux est même entré dans le livre Guinness des records en 2011, avec une longueur de 8 mètres. Son nom est Médusa, et il vit dans... Je déteste te dire ça, mais les mini-carottes n'existent pas. Ces mignonnes petites carottes qui sont vendues dans les supermarchés sont en fait des carottes ordinaires qui ont été coupées à cette taille bébé. On pourrait penser que les ours en gélatine parfumés à la fraise devraient être rouges ou roses, non? Eh bien, désolé de te le dire, mais ils sont verts. Le riz brun et le riz blanc sont le même produit. La variété blanche commence comme le riz brun, mais certaines parties sont enlevées par la mouture, ce qui donne au riz sa couleur blanche. Cela permet de le conserver plus longtemps, mais réduit en même temps sa valeur nutritive. En parlant de riz, il a servi à construire la Grande Muraille de Chine. Les constructeurs ont mélangé de la soupe de riz gluant avec de la chaux et ont obtenu du mortier de riz pour la construction. Il était plus solide et présentait une meilleure résistance à l'eau que le mortier de chaux ordinaire. Grâce à la soupe de riz, la Grande Muraille a pu tenir pendant des siècles malgré les conditions climatiques. Tu as trouvé une barre de chocolat oubliée depuis longtemps au fond de ton bureau. Miam, quelle bonne surprise! Mais lorsque tu l'ouvres, tu hésites. Il y a une sorte de pellicule déplaisante dessus. Mais ne t'inquiète pas, tu peux la manger sans danger. C'est simplement que la graisse ou le beurre de cacao, utilisé pour fabriquer le chocolat, s'est séparé du reste de la tablette à cause de la chaleur. En refroidissant, elle a créé cette pellicule blanchâtre. Le goût peut cependant être un peu différent. Il est donc préférable de l'utiliser pour cuisiner. Et tu pourras peut-être mieux te contrôler que moi. Les avocats ne peuvent pas mûrir lorsqu'ils sont encore sur l'arbre. Si on ne les cueille pas, ils tomberont tout simplement de la branche alors qu'ils ne sont pas encore mûrs. Par contre, une fois cueillis, ils deviennent tendres et savoureux comme on les aime. Cela arrive à cause de la production d'éthylène par le fruit lui-même après la cueillette. Ce phénomène est inhibé lorsque l'avocat est encore sur l'arbre.
Les tomates vendues en supermarché n'ont souvent pas trop de saveur. Cela est dû à la façon dont elles sont cultivées et stockées par la suite. Les tomates sont récoltées lorsqu'elles ne sont pas encore tout à fait mûres, et elles mûrissent dans les conteneurs de transport et sur les étalages des magasins. Mais si elles sont stockées à des températures inférieures à 5 degrés, alors qu'elles ne sont pas encore totalement mûres, elles perdent beaucoup de leur saveur. Pour qu'elles restent goûteuses, il est préférable de conserver les tomates en dehors du réfrigérateur. Le miel est probablement le seul aliment qui ne peut littéralement jamais périmer. S'il est correctement fermé sans aucun apport d'air, il peut durer des milliers d'années et être encore comestible. Le plus vieux pot de miel jamais trouvé avait 5500 ans. À côté de la momie de Winnie l'ourson. Non, je plaisante. Alors que le chocolat noir et le chocolat au lait ne soulèvent aucune question, leur cousin blanc n'est pas du tout du chocolat. Il ne contient pas de poudre de cacao. Qui fait du chocolat? Eh bien, du chocolat. La version blanche est faite de beurre de cacao mélangé à du sucre et à un arôme, généralement de la vanille. Les cacahuètes sont plus proches des petits pois que des noix. Ce sont des légumineuses, le type de plante qui comprend les petits pois, les pois chiches et les haricots. Les noix de cajou ne sont pas non plus des noix, ce sont des graines qui sont récoltées sur des fruits assez gros. On peut en dire autant des amandes, des noix de pécan et des pistaches. Lorsque tu achètes des sushis avec de la chair de crabe, tu ne reçois pas de crabe du tout. La substance rouge et blanche est ce qu'on appelle une imitation de crabe. Et c'est en fait une petite pâte faite de poisson. Son autre nom est surimi. À propos, le sushi était à l'origine un moyen de conserver le poisson. Il était stocké dans du riz fermenté, ce qui permettait de garder le poisson frais jusqu'à 1 an. Après cette période, on jetait le riz tandis que le poisson était cuit et mangé. Si tu as les larmes aux yeux lorsque tu coupes des oignons, il existe plusieurs façons d'éviter cela. La première consiste à mettre l'oignon au congélateur avant de le couper. Cela gèlera les molécules de la substance chimique qui te fait pleurer. Une autre méthode consiste à laver l'oignon dans de l'eau fraîche juste avant de le couper. Le froid et l'humidité qui restent sur l'oignon ne permettront pas à la substance chimique qui te fait pleurer d'atteindre tes yeux. Et la troisième méthode consiste à mettre une serviette en papier humide à côté de ta planche à découper. Le composé chimique sera attiré par la source d'eau la plus proche, qui est généralement tes yeux, mais dans ce cas, ce sera la serviette. La grande majorité du wasabi que nous mangeons n'est pas du vrai wasabi. Le vrai est très cher. Alors ce que nous avons est juste un mélange de réfort, de moutarde et de colorant alimentaire vert. Fais attention quand tu manges de l'ananas frais, car il peut littéralement te manger à son tour. Il contient une enzyme qui digère les protéines. Cette sensation de brûlure que tu ressens quand tu as mangé un peu trop d'ananas, voilà, c'est ça. Les macaronis au fromage étaient un plat très chic au XVIIIe siècle aux États-Unis. Les pâtes étaient importées d'Italie, ce qui les rendait très chères, et la fabrication du fromage demandait beaucoup de temps et d'efforts. Cela n'aidait pas non plus à rendre le produit moins cher. Seuls les plus riches pouvaient s'offrir un plat de macaronis au fromage, et il était servi dans les restaurants les plus chics comme un mets délicat. En revanche, les huîtres, les homards et à peu près tous les autres fruits de mer étaient considérés comme de la nourriture de pauvres à l'époque. Les communautés du bord de mer se nourrissaient de ce qu'elles pouvaient attraper dans l'océan, et cela incluait les moules, les crabes et beaucoup d'autres choses que nous considérons comme très raffinées de nos jours. Waouh, je pense que si je mangeais des macaronis au fromage avec du homard en ce moment, ma tête exploserait. Revenons à la nourriture de riches. À l'époque médiévale, le poisson était considéré comme un cadeau digne d'un roi. Les monarques anglais étaient connus pour recevoir d'énormes brochets. Et même avant cela, dans l'Empire romain, le poisson comme le rouget était un mets délicat que les empereurs payaient avec de grandes quantités d'or. La chair du saumon d'élevage est naturellement grise. Les poissons sauvages mangent beaucoup de crevettes, ce qui donne à leur chair cette couleur rose-orange caractéristique. Les poissons d'élevage sont nourris avec un pigment végétal spécial pour obtenir le même effet. L'inventeur de la vaseline, Sir Robert Chesebro, prétendait en consommer 1 cuillerée par jour. Il a aussi demandé à son infirmière de l'en recouvrir de la tête aux pieds lorsqu'il est tombé gravement malade. Il s'est rapidement rétabli et a vécu jusqu'à 96 ans. Pendant tout ce temps, il a cru fermement aux propriétés miraculeuses de la vaseline. C'était un produit génial. Donc tu as faim, mais tu n'as pas franchement envie de faire un repas entrée, plat, dessert. Que dirais-tu de nouilles instantanées à la place ? À l'au bout, ton ventre gargouille, mais il y a un problème. La tasse en polystyrène est cassée et les nouilles sont dehors. Attends, c'est quoi cet espace au fond de la tasse? Mais pourquoi? Cet espace est destiné à protéger les nouilles, ce n'est pas l'entreprise qui essaie d'économiser de l'argent ou quoi que ce soit du genre.
Remarque comment le ramen dans les tasses n'est presque jamais cassé, alors que celui dans le paquet en ressort en mauvais état. Cette technique s'appelle une suspension intermédiaire. Les nouilles sont serrées pour éviter qu'elles ne soient écrasées dans le camion de livraison. Ce n'est pas seulement pour que les nouilles paraissent belles et longues, il s'agit aussi de faire en sorte que ces savoureuses nouilles soient plus tendres et plus régulières. La laine du matin n'est pas la meilleure. Heureusement, il y a un moyen facile de s'en débarrasser. Évidemment, tout le monde pense que le bain de bouche a été inventé pour se laver la bouche. Eh bien non, le bain de bouche a été inventé à l'origine et vendu comme nettoyant pour les sols. Il a été vendu aux hôpitaux comme antiseptique pendant des années, mais il n'a jamais vraiment réussi à décoller. Un génie du marketing l'a rebaptisé bain de bouche. Le reste est de l'histoire fraîche et mentholée. Donc, après avoir nettoyé tes dents, n'oublie pas que parfois, repositionner une marque peut être très efficace. Il est difficile d'imaginer un monde sans Internet de nos jours. Pas de streaming, pas de jeux en ligne, ni de photos de mignons petits chatons. Ouais, je sais que ce n'est pas pour ça qu'il a été conçu, mais qui s'en soucie, n'est-ce pas? Le prototype d'Internet s'appelait ARPANET, acronyme anglais d'Advanced Research Projects Agency Network, ou le réseau de l'agence pour les projets de recherche avancés. Cette machine était très sensible. Pour empêcher quiconque de l'éteindre, un scientifique intelligent a collé un morceau de papier sur elle avec ces mots percutants. Cette machine est un serveur, ne l'éteignez pas. C'était écrit à l'encre rouge, joliment dessiné. Le fait que ton professeur gribouille dans les marges de ton cahier n'est pas vraiment nouveau, sauf que les marges n'ont pas été conçues pour ça. C'est une protection contre les rats. À l'époque, les rats grignotaient constamment du papier, alors si on écrivait quelque chose sur le bord de la feuille, eh bien cela finissait dans le ventre d'un rat affamé. Quelques marges bien placées empêchaient tes meilleures réponses de se faire manger. Eh, je n'arrive pas à finir cette pizza, il est temps de couvrir ses restes. Heureusement, j'ai plein de films plastiques. Une petite traction, et le rouleau vient se détacher. Cool! Si tu regardes le carton d'emballage, cette longue et fine boîte, il y a une petite particularité qui peut t'aider. Un onglet en carton à chaque extrémité. Pousse-les vers l'intérieur et le rouleau ne pourra plus bouger d'un iota. C'est étrange que je ne les ai jamais vus avant. C'est l'heure du déjeuner. Je me sens comme un California Roll aujourd'hui. Algues, riz, concombre, avocat et chair de crabe. Ou alors c'est... En fait, c'est de la chair de crabe d'imitation. C'est en gros du poisson blanc bon marché mélangé à du sucre. Le mélange de poisson est ensuite chauffé et mis en forme. C'est délicieux. C'est peut-être la raison pour laquelle on l'appelle le hot dog de la mer. Non, je viens juste d'inventer ça. Ton micro-ondes a un secret que nous avons tous vu, mais auquel nous n'avons jamais prêté attention. Ce filet noir que tu vois sur la porte est une cage de Faraday. Elle empêche l'énergie électromagnétique, ou les micro-ondes, de s'échapper et de te faire cuire en même temps. C'est comme ça qu'il réchauffe la nourriture si rapidement. Chaque micro-ondes doit en avoir un, et ils sont tous de qualité différente. Cette cage de Faraday peut même arrêter les signaux de ton téléphone, ce qui est certainement utile. Et tu n'as pas besoin que ton popcorn s'arrête de gonfler pour pouvoir prendre un appel, n'est-ce pas? Pour cela, le mode avion est bien plus simple à gérer. Tu as déjà passé un test de QI et réalisé que tu avais le niveau d'intelligence d'Einstein? Non? Moi non plus. Le QI médian n'est pas de 100. Et il y a très peu de preuves qu'Einstein ait jamais passé le test. Au début, la plupart des gens pensaient que les tests étaient trop vagues pour servir à quoi que ce soit. Ce test a été conçu pour les enfants qui avaient besoin d'aide pour leurs études. Plus tard, ils ont réalisé qu'il pouvait être adapté pour mesurer l'intelligence. Mais à l'origine, il ne visait pas ce but. Et tu n'as jamais fait éclater du papier bulle? Non? Tu rates quelque chose. Et bien sûr, tu l'as deviné, il n'a jamais été conçu pour être éclaté ou utilisé comme nous le faisons aujourd'hui. Il a été inventé comme nouveau papier peint texturé. C'est en scellant deux rideaux de douche ensemble qu'ils ont créé les premières bulles. L'idée n'a manifestement jamais vraiment trouvé son public. Après avoir échoué en tant que papier peint, il a découvert le véritable sens de sa vie. Ce papier peint pouvait protéger des objets fragiles. Lorsque les premiers ordinateurs ont été expédiés, le papier bulle était là pour les protéger. Tu trouverais ça cool ou pas? Laisse-moi un commentaire ci-dessous. Si tu possédais l'une des plus grandes entreprises du monde, qui vend l'un des produits les plus connus de la planète, comment garderais-tu le secret de ton entreprise? Un secret?
La formule du Coca-Cola n'est même pas brevetée. La première recette l'était, mais quand ils ont fait des changements, aucun brevet n'a jamais été déposé. La formule secrète n'est réellement connue que de quelques personnes de l'entreprise. Cela dit, même le rival de Coca-Cola ne veut pas de cette recette. En 2006, un employé mécontent a tenté de vendre le secret, mais il n'a pas trouvé preneur. Hey, examine ton tout nouveau matelas. Tu vois l'étiquette « Ne pas enlever sous peine de poursuite judiciaire » ? Ce truc a l'air plutôt sérieux. Mais bonne nouvelle, les étiquettes ne sont pas pour toi. Elles sont destinées aux vendeurs du matelas. Il y a 100 ans, les fabricants de matelas créaient le rembourrage avec pratiquement n'importe quoi. Des poils d'animaux, des vieux lits d'hôpitaux ou encore des vêtements. Ensuite, des lois strictes ont empêché l'utilisation de ces matériaux bizarres. Les matelas d'hôpitaux étaient ainsi remplis de germes. Berk. Par temps de pluie, la pâte à modeler Plaido est géniale pour s'occuper à la maison. Mélange de la farine, de l'eau, du sel, du colorant alimentaire, et voilà. Toute personne créative peut se divertir avec pendant des heures. Bon marché, propre, non toxique, la pâte à modeler parfaite. Mais elle n'a jamais été conçue pour ça. Ce produit était à l'origine destiné à nettoyer les murs dans les années 30. C'est parce que les gens ont commencé à devenir fous du papier peint sur lequel on ne pouvait pas utiliser de l'eau et du savon. Finalement, Plaido s'est cherché de nouvelles fonctions et a vraiment bien réussi. Bon, est-ce que tu as déjà fini une sucette et remarqué un trou dans le petit bâton? Ce trou n'est pas seulement décoratif. Et non, il n'est pas conçu non plus pour se transformer en instrument de musique. Il est là pour empêcher cette délicieuse friandise sucrée de tomber. Quand le bonbon est encore chaud, il est versé dans un moule. Le bonbon coule dans le trou et en durcissant, il crée un ancrage. Tu n'aimes pas les sucettes? Et pourquoi pas de bons vieux oursons américains en gomme? Malheureusement, ils ne sont pas du tout américains, ils sont allemands. Une société allemande a commencé à les fabriquer en 1922. Le nom d'origine était Gummi quelque chose. Bref, ils se sont inspirés de vrais oursons dansant dans des spectacles. Ces délices ont fini par faire le tour du monde. T'es-tu déjà demandé à quoi servaient ces petites bosses sur les touches F et J de ton clavier? Ces petites saillies ont pour but d'aider tes index à être au meilleur endroit possible pour taper à la vitesse de l'éclair. Garde tes doigts sur les touches F et J, cela te permettra d'atteindre plus facilement toutes les touches, surtout si tu ne regardes pas le clavier. Aujourd'hui, tout le monde adore les Slinky. Si tu en as déjà vu un se dandiner en descendant les escaliers avec une musique groovy en fond sonore, bravo, tu es vraiment un fan de YouTube. Il a eu un succès fou dès qu'il est sorti. Ce qui est dingue, car en fait, il n'a jamais été conçu comme un jouet du tout. C'est un ressort. Il a été initialement prévu pour stabiliser les dispositifs nautiques sensibles des navires. Pas du tout une fonction divertissante donc. Et pourtant, un jour, l'un d'eux est tombé d'une table et a dansé jusque dans nos cœurs. Après de nombreuses expériences, le nouveau Slinky amélioré est né. Donnons une médaille à cette équipe de scientifiques. Tu ouvres un paquet de chips et tu le trouves à moitié vide, ou à moitié plein si tu es un optimiste. C'est frustrant, je sais. Mais ce n'est pas parce que le fabricant veut se faire plus d'argent. Si les sacs étaient remplis à ras-bord, tu aurais de la poussière de chips au lieu de chips après leur transport. Une glace à la framboise est généralement bleue et non rose ou rouge, qui auraient été des choix de couleurs plus évidents. Imagine que tu prépares des sucettes glacées. Tu peux choisir le vert pour le goût de la pomme, l'ananas ou le citron serait jaune. Il y a la fraise, donc elle devrait être rouge. Cerise, eh bien, rouge encore. De la pastèque? Rouge. Et maintenant, la framboise. Ouais, rouge. Mais 4 rouges, c'est beaucoup trop. Et les gens feraient difficilement la différence. Donc, au début, les 2 parfums fraise et cerise étaient rouges, mais de différentes nuances. Celui à la pastèque était rose. Pour la framboise, ils ont utilisé un colorant rouge foncé. Puis, des scientifiques ont prouvé que ce colorant pouvait être dangereux, et il a donc été interdit. Le bleu était une autre option de couleur libre, mais il n'y a pas de fruits ou de baies bleues, à l'exception de la myrtille, et ce n'est pas une saveur très populaire. Les fabricants ont donc commencé à peindre la framboise en bleu. Parfois, ils l'appellent framboise bleue, mais c'est juste un produit de labo qui n'existe pas naturellement. Si tu achètes une montre ou si tu envoies une en photo, elle affichera très probablement 10h10 par défaut. La seule raison?
c'est joli. Tu peux voir les deux aiguilles et elles ne se chevauchent pas. De plus, c'est symétrique et agréable et cela encadre le 12. Et enfin, cela donne une forme souriante qui dégage une atmosphère positive. Les matelas présentent généralement ces motifs de couture décoratifs. Les fabricants de matelas produisent un nombre limité de matelas différents et la seule façon de les différencier est d'inventer un motif de couture fantaisie. Deux matelas de deux entreprises différentes peuvent avoir exactement la même qualité, mais un prix différent. La plupart des gens ne le sauront jamais et décideront que des motifs différents signifient quelque chose en termes de qualité. Ce n'est pas le cas. Alors, lors de tes achats, ne te soucie pas du tout du motif. Le fromage a des trous. Dans la plupart des types, ils sont petits, mais ils peuvent aussi être énormes. Le fromage est fabriqué en ajoutant des bactéries au lait, et les trous en sont le résultat. Ces bactéries consomment de l'acide lactique et libèrent de petites bulles de gaz. Elles sont piégées dans le fromage, puis elles éclatent, formant ces petits trous. La taille des trous dépend de la température de production et de son acidité. Le fromage suisse a des trous extra larges. Il est fabriqué à une température d'environ 48,9 degrés et incubé à 21,1 degrés pendant 5 à 7 jours. Le fromage est donc très mou et les bulles sont particulièrement grosses. Toutes les pièces de monnaie ont des stries, mais t'es-tu déjà demandé pourquoi? Au début, toutes les pièces étaient liées à un étalon d'argent. La quantité d'argent utilisée dans une pièce était proportionnelle à sa valeur. Ainsi, une pièce d'$1 contenait beaucoup plus d'argent qu'une pièce de 25 cents par exemple. Les bords avaient des stries pour des raisons de sécurité. Autrefois, c'était un élément de la pièce qui rendait celle-ci plus difficile à recopier. Cela empêchait aussi un autre type de fraude. Les gens enlevaient un peu de métal sur les bords des pièces. C'était assez peu pour que personne ne puisse remarquer la différence. Mais si tu le faisais sur plusieurs pièces, tu obtenais assez de métal précieux pour le vendre. Les bords striés rendaient la chose impossible. Si quelqu'un essayait de les raser, le bord devenait lisse et il était évident pour tout le monde qu'une pièce avait été trafiquée. Les pièces de 5 cents et d'1 cent n'en avaient pas parce qu'elles étaient faites d'un métal bon marché et qu'il n'y avait donc aucun intérêt à les protéger. Aujourd'hui, personne ne fabrique de pièces en argent, mais les stries sont toujours là. Lorsque les gouvernements ont commencé à produire de nouvelles pièces, ils n'ont pas jugé utile de modifier le matériel de fabrication des pièces et ont simplement conservé les bords striés. Si tu as déjà joué au billard, tu dois bien connaître cette table verte. Ce jeu a vu le jour au XIVe siècle, soit 5 siècles avant le basketball. À l'époque, les gens n'avaient pas de table de billard. Au lieu de cela, ils y jouaient à l'extérieur, sur la pelouse verte. Plus tard, ils ont déplacé le jeu à l'intérieur pour pouvoir jouer même lorsqu'il pleut. Et ils ont gardé le vert nostalgique pour lui donner un air de pelouse. Les travailleurs du secteur médical portent généralement un uniforme de couleur bleue ou verte. Il y a une raison à cela. Avant le XXe siècle, ils portaient leurs vêtements habituels, même lorsqu'ils pratiquaient des opérations chirurgicales. Avec le développement de la médecine, les gens ont commencé à accorder plus d'attention aux questions de stérilité. Ils ont donc commencé à porter un uniforme et au début, il était blanc pour signifier la pureté. Le problème était que certaines taches étaient très difficiles à enlever de l'uniforme blanc. La couleur blanche devenait verdâtre. Il était donc logique de rendre l'uniforme vert ou bleu. En plus, les chirurgiens se concentrent surtout sur les couleurs rouges pendant leur travail. Le bleu et le vert sont exactement à l'opposé du spectre. Donc, si tout le reste est bleu verdâtre, le rouge devient encore plus distinctif. Lave tes mains avec du savon blanc ordinaire et tu verras de la mousse blanche. Lave-les avec une couleur bleu, rouge, jaune, vert ou autre, et la mousse est toujours blanche. La raison en est la lumière diffusée. Tous les rayons lumineux qui tombent sur un objet sont soit absorbés, soit réfléchis. Les objets qui absorbent toutes les couleurs apparaissent noirs. Ceux qui reflètent toutes les couleurs sont blancs. Un savon rouge est rouge parce que seule la couleur rouge est réfléchie, les autres couleurs étant absorbées. Mais une fois que tu as produit de la mousse, elle est faite de nombreuses petites bulles. Chacune d'entre elles diffuse la lumière dans différentes directions, ce qui lui donne un aspect blanc. Tu vois quelque chose quand tu te frottes les yeux? Ces couleurs et ces formes sont appelées phosphènes. La raison pour laquelle tu les vois est que lorsque tu te frottes, tu augmentes la pression dans le globe oculaire et tu actives les neurones de la rétine qui traitent les informations visuelles.
Une fois qu'ils sont activés, ton cerveau interprète la situation comme si tu voyais la lumière et il essaye de la voir réellement. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu as des cernes sous tes yeux quand tu es fatigué? La peau sous les yeux est très fine. Les vaisseaux sanguins sont donc très proches de la surface et il est facile de voir toute différence. Lorsque tu manques de sommeil, ta peau devient plus pâle et les vaisseaux sanguins sont encore plus visibles. De sorte que tu peux voir ces cernes apparaître à travers la peau. En plus, avec l'âge, ta peau devient naturellement plus fine, c'est pourquoi les personnes âgées ont tendance à avoir des cernes. Mais si tu es jeune, essaye de dormir davantage et elles disparaîtront. Tu dis Allemagne, les Espagnols disent Allmania et les Allemands disent Deutschland. On dirait 3 pays différents, mais il n'y en a qu'un seul. Si une personne s'appelle Olivia, elle sera plus ou moins Olivia partout. Alors, pourquoi les pays ont-ils des prénoms différents dans des langues différentes? Les pays existent depuis longtemps. À l'époque où les gens de différents pays ne pouvaient pas communiquer et parlaient des langues différentes, ils désignaient un territoire comme quand ils en parlent, sans jamais s'entendre avec les autres pays, et le nom restait. Une tribu allemande appelée Almanie vivait autrefois dans ce qui est aujourd'hui la Suisse, et je suppose que c'est la raison pour laquelle les Espagnols ont commencé à appeler le pays Allmania. Ensuite, les Allemands se sont unis et se sont appelés Deutschland. En anglais, le pronom I prend toujours la majuscule. Même les linguistes ne savent pas exactement pourquoi il en est ainsi, du moins pas encore. I vient de l'allemand ich. Au fil du temps, il a évolué de ich à ich, puis à I. Certains pensent qu'un petit I était trop insignifiant dans une phrase, et il a donc commencé à prendre la majuscule pour être plus distinctif. Si tu as déjà vu une vidéo des coulisses d'un film, tu as peut-être remarqué qu'il ferme la claquette avant chaque scène. Ce clap est d'une grande aide au stade du montage. Le film et l'audio sont enregistrés séparément, puis ils sont synchronisés. La claquette fait ce bref clap au tout début d'une scène tournée, et il est plus facile de trouver où la scène commence pour ajouter l'audio. Une autre raison est de donner plus de détails sur la pièce filmée. Ils ajoutent des informations sur le numéro de la scène et de la prise, la date de tournage, l'angle de la caméra et d'autres éléments importants à la claquette, ce qui facilite la consultation ultérieure de centaines de pièces vidéo. En Arizona, assure-toi qu'il n'y a pas d'âne endormi dans ta baignoire après 19h. Cette loi date de 1924 et remonte à un incident survenu lors d'une inondation. Un marchand laissait souvent son âne dormir dans sa baignoire. Comme elle n'était pas fixée au sol, elle pouvait facilement être déplacée. Une nuit, alors que la pluie tombait à verse, l'âne endormi a été emporté par les eaux torrentielles. Il a traversé la ville et s'est retrouvé dans une vallée à 1,5 km de chez lui. L'âne était coincé dans la baignoire et ne pouvait rien faire. Les habitants s'y sont mis à plusieurs et ont réussi à sauver l'animal. Mais comme il a fallu déployer des ressources considérables pour ce sauvetage, ils ont rapidement adopté une nouvelle loi. Plus aucun âne endormi dans les baignoires. Et voilà! Au Samoa, si un mari oublie l'anniversaire de sa femme, celle-ci peut le dénoncer aux autorités. Après un premier incident, il reçoit un appel à l'ordre officiel. On s'attend alors à ce qu'il fasse bien attention et n'oublie pas l'année suivante. Mais s'il oublie à nouveau l'anniversaire, on le soumet à une série d'interrogatoires éprouvants afin de déterminer la cause de sa négligence. Selon les raisons qu'il présente, il peut même faire face à de graves conséquences. Et imagine quand il rentre chez lui. On retourne en Arizona. Il te faut un permis spécial si tu veux faire enlever un cactus saguaro de ta propriété. Le retirer sans autorisation peut te valoir jusqu'à 3 ans de prison. Ce cactus peut vivre près de 200 ans. Et si la loi est si stricte concernant leur conservation, c'est qu'ils ne peuvent pas produire de graines jusqu'à l'âge de 35 ans. Tu visites un jour la magnifique plage qui borde la ville italienne d'Eraclea. Et bien sûr, tu as apporté ton seau. Mais tu ne t'aventures pas à faire des châteaux de sable. On les considère comme dangereux dans cette région. Alors cette fois-ci, laisse ton seau à la maison. Car tu risques de payer une amende de près de 250 €. Lorsque tu conduis ou que tu fais une randonnée dans les bois aux États-Unis, tu peux voir parfois d'étranges marques violettes peintes sur les clôtures, les poteaux ou même les arbres. Dans plusieurs États, ces marques signalent une interdiction de pénétrer dans une propriété privée.
On utilise de la peinture au lieu de panneaux. Car c'est moins cher et c'est plus efficace à long terme. Ce système a été mis en place dans 15 États lors de la dernière décennie. Et on s'attend à ce que d'autres États l'adoptent à leur tour. Fais donc bien attention si tu vois cette couleur quand tu voyages dans le pays. Un jour, les autorités de Singapour ont remarqué qu'elles dépensaient environ 150 000 $ par an pour nettoyer les chewing-gums. On ne les trouvait pas seulement sous les chaises et les tables. Il y en avait aussi dans les rames de métro, sur des capteurs, et ça provoquait des retards. En 1992, les chewing-gums ont donc été officiellement interdits. Les autorités ne sont pas si sévères envers les touristes, même si une seule petite quantité est autorisée par personne. Et les dentistes ont le droit d'en prescrire à leurs patients pour leur hygiène dentaire. Il y avait un autre problème à Singapour, concernant cette fois la propreté des toilettes publiques. Les autorités se sont aperçues qu'elles étaient souvent beaucoup trop sales d'un bout à l'autre du pays. Et cela risquait de ternir leur réputation de pays parmi les plus propres du monde. Ils ont donc mis en place un système de surveillance et embauché des agents de toilettes. Ces agents surveillent les toilettes et s'assurent de leur propreté. Les chefs d'entreprise qui ne respectent pas les normes d'hygiène sont verbalisés. Tu marches dans une rue animée de Thaïlande. Soudain, tu fais tomber un de tes billets. Le vent se lève et l'emporte. Alors tu te mets à courir derrière lui. Tu parviens à le rattraper. Mais surtout, n'utilise pas ton pied. Il est absolument interdit de marcher sur les billets, car on considère que les pieds sont vils et sales en Thaïlande. Et tu ne dois pas toucher du pied les billets thaïlandais. C'est parce qu'ils sont à l'effigie de personnes importantes. Quelle que soit la valeur de ton billet, ne marche pas dessus. Tu risquerais de te retrouver en prison. Tu roules à toute vitesse sur une autoroute allemande. C'est l'un des derniers endroits au monde où tu peux conduire aussi vite que tu le souhaites. Mais tandis que tu fonces, ta jauge t'indique que ton réservoir est vide. Alors tu t'arrêtes. Si ce n'est pas un gros problème ailleurs, ici on considère cela comme un risque évitable. Tu devras payer 80 € pour ne pas avoir pris la précaution de faire le plein quand tu en avais l'occasion. Parmi les autres règles en vigueur sur l'autoroute, on trouve l'interdiction de se garer, de faire marche arrière et même demi-tour. Dans les années 40, 2 marchands de cornichons essayent de se faire de l'argent dans le Connecticut. Leurs produits n'étaient pas très frais, mais ils s'efforçaient quand même d'écouler leur stock périmé. Bientôt, ils se sont fait prendre, et une nouvelle loi a été adoptée afin d'éviter ce problème. On imposait désormais ce qui suit. Pour que des cornichons puissent être vendus, ils devaient pouvoir rebondir. À l'époque, c'était le meilleur moyen de vérifier s'ils étaient propres à la consommation. Mais les méthodes de conservation ayant progressé, cette loi a été oubliée. Elle est cependant toujours en vigueur aujourd'hui. Tu es à New York tard dans la nuit. Tu dois vite te rendre dans un magasin. Inutile de mettre tes chaussures. Tant d'efforts pour un si court trajet. Mais tandis que tu traverses la rue, des policiers t'arrêtent soudain. Tu ne comprends pas, tu n'as rien fait de mal. Mais ton délit est d'être en pantoufles après 22 heures. Cette loi existe car on pense que les pantoufles malodorantes attirent les rats et autres vermines. Mais tu as tout à fait le droit de porter ton pyjama en public. Tu conduis sur les routes sablonneuses d'Australie occidentale. Tu caches quelque chose d'illégal dans ton véhicule. Tu conduis avec prudence, espérant ne pas attirer l'attention. Mais soudain, les autorités du commerce de la pomme de terre te demandent de t'arrêter. Ils fouillent ton véhicule et découvrent que tu transportes plus de 50 kg de patates. Cette loi a été instaurée en 1946. Les activités commerciales devaient être protégées pendant cette période de rationnement. Et crois-le ou non, cette loi n'a été supprimée qu'en 2016. Si tu prévois de te rendre au Parlement anglais, assure-toi de laisser ton armure chez toi. En l'an 1313, on a décidé que personne ne pouvait pénétrer dans le Parlement vêtu de son armure complète. Cette décision a été prise pour des raisons de sécurité. Il a fallu quelques années pour qu'elle prenne effet, le comte de Lancaster refusant longtemps de s'y plier. Mais suite à son procès en 1319, on n'a plus jamais vu personne en armure au Parlement de ce pays. Et la loi est toujours en vigueur à ce jour. L'amour de la reine Elisabeth pour les corgis est célèbre dans le monde entier. Il n'est pas étonnant que tous ces chiens aient eu droit à des repas spéciaux faits maison par le chef cuisinier. L'ancien chef du palais de Buckingham, Darren McGrady, a déclaré dans une interview que les corgis royaux ne mangeaient que des aliments frais et qu'ils avaient leur propre repas fait maison, qui comprenait du lapin, du foie, du chou et du riz. La reine avait 8 chiens et chaque corgi recevait sa nourriture dans un bol en porcelaine exotique.
un bol pour chaque chien que personne n'est à partager. Les majordomes arrangeaient et servaient les repas des chiens par ordre d'ancienneté, du plus âgé au plus jeune. Une fois le repas terminé, 2 maîtres d'hôtel ramassaient les bols vides. Sa Majesté a cessé d'élever des corgis en 2015. Toutefois, la reine en possède toujours 2, selon les médias. En plus d'avoir accès à une cuisine haut de gamme, ces animaux royaux ont leur propre majordome qui répond à tous leurs besoins. Les chiens ne sont pas les seuls animaux de compagnie traités comme des rois au palais de Buckingham. Les chevaux ne sont pas en reste. Parfois, Sa Majesté les nourrit elle-même, et bien sûr, toutes les carottes ne conviennent pas à cet usage. Elles doivent être parfaitement préparées, de la taille d'un doigt et bien épluchées. Le personnel royal doit aussi suivre de nombreuses règles précises lorsqu'il s'agit de faire du thé. La recette parfaite comprend 1 cuillère à café de feuille pour 1 tasse à thé. La température de l'eau doit être de 70 degrés Celsius pour le thé vert et de 100 degrés Celsius pour le thé Earl Grey ou le thé du petit déjeuner. Le lait est toujours ajouté en dernier. Les employés qui servent le thé doivent utiliser un thermomètre pour vérifier la température de l'eau. Le thé vert doit être infusé pendant 3 minutes, tandis que le thé noir nécessite 5 minutes. Le thé royal ne peut être sucré qu'avec du miel. Le personnel royal compte environ 1000 employés qui travaillent pour la reine dans ses palais. Le palais de Buckingham compte 188 chambres modestes pour le personnel, où les employés dorment après de longues heures de travail. Se faire embaucher n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît, selon de nombreux rapports de médias. Mais étonnamment, le salaire n'est généralement pas très élevé. Ils doivent vivre dans des conditions relativement modestes et sont obligés d'être séparés de leur famille pendant longtemps. Parmi les avantages de travailler au palais, il y a le téléphone de fonction, la location de voitures et de vélos, et les déjeuners gratuits. Pour ceux qui vivent régulièrement dans le palais, tous les repas sont compris. Lorsque la reine a besoin de nouveaux employés pour l'un de ses palais, le site officiel de la famille royale publie une offre d'emploi. Ceux qui veulent être embauchés comme majordomes royaux peuvent d'abord s'inscrire au cours de majordome du palais de Blenheim dans l'Oxfordshire. Cet organisme propose des cours d'étiquette rémunérés dont la durée varie, notamment une formation de 4 semaines d'une valeur de 7000 livres sterling. Cela ne garantit pas que tu obtiendras le poste, mais améliore grandement tes chances. Ces dernières années, l'un des emplois proposés était celui de polisseur des vases historiques et des tableaux irremplaçables de la reine, au palais de Holyrood House à Édimbourg. Cette tâche demandait aux candidats de travailler 20 heures par semaine pour un salaire d'environ 9500 € par an. Aucune expérience préalable n'était nécessaire. La qualité la plus importante pour un membre du personnel royal est de savoir garder les secrets. En fournissant des services à la maison royale, les membres du personnel peuvent être témoins d'informations délicates qui peuvent être très précieuses pour les médias. Certains anciens employés ont même écrit des livres sur leur travail au palais. Par conséquent, de nos jours, tous les nouveaux employés royaux sont obligés de signer un accord de non-divulgation. Les opérateurs téléphoniques de Buckingham Palace reçoivent plus de 7000 appels par semaine. Leur salaire annuel commence à 23 000 livres, plus les avantages. La reine doit toujours être invitée à dîner de façon élégante. Les personnes qui ont l'honneur de lui parler doivent apprendre des formules de politesse particulières. L'improvisation et le langage informel ne sont pas les bienvenus. Le personnel royal risque d'être renvoyé s'il dit « Votre dîner est sur la table ». Au lieu de cela, ils doivent dire quelque chose comme « Votre Majesté, le dîner est servi ». Le prince Charles avait l'habitude de manger des œufs à la coque après la chasse. Et comme son arrivée était généralement inattendue, le personnel de cuisine a mis au point une tradition bizarre. 30 minutes avant son arrivée supposée, il commençait à faire bouillir des œufs toutes les 3 minutes pour que le prince puisse profiter d'un œuf tout juste cuit immédiatement après la chasse. Chaque employé de cuisine sait que le régime alimentaire de la famille royale comporte une énorme liste de restrictions pour éliminer tout risque d'empoisonnement. Il est interdit de boire de l'eau du robinet en voyage. Ils évitent aussi tous les aliments exotiques ou épicés et les plats à base de viande crue ou insuffisamment cuite, comme le tartare. La reine et sa famille ne mangent jamais avec leurs mains. Ils utilisent toujours un couteau et une fourchette, même lorsqu'ils mangent des fruits. L'ancien chef royal Darren Grady a confessé qu'il n'avait pas préparé de pizza pendant 11 ans. Le menu était toujours très conservateur. La reine ne lui a jamais demandé de cuisiner de fast-food, à l'exception des hamburgers. Mais ces hamburgers devaient être préparés d'une manière particulière, avec de la venaison et sans pain. Sa Majesté prend généralement son thé de l'après-midi entre 15 et 17 heures avec un sandwich sans croûte.
Ses garnitures préférées sont le concombre, le saumon fumé Balmoral, le jambon à la moutarde, l'œuf à la mayonnaise ou le thon. Le personnel royal chargé de servir les repas a des plans exclusifs pour organiser divers repas pour les différents membres de la famille. Pour faciliter la vie de la famille royale, ces règles de service n'ont pas été changées depuis des décennies. Les aspirateurs sont interdits au palais de Buckingham le matin. À la place, l'équipe de nettoyage balaie les tapis en silence. Cette règle empêche les employés de ménage de réveiller les membres de la famille royale trop tôt avec des bruits gênants. Seuls les membres de la famille sont autorisés à se promener où ils veulent. Le palais a beaucoup de longs couloirs et des règles tacites interdisent aux membres du personnel de marcher au milieu des tapis. Ils marchent plutôt sur les côtés des couloirs pour éviter d'apporter de la saleté supplémentaire provenant des chaussures, de laisser des empreintes inutiles et d'user les tapis. La plupart des employés de Buckingham Palace doivent avoir un dos très solide, car ils doivent se tenir debout la plupart de la journée de travail. Surtout les célèbres gardes en bel uniforme rouge et chapeau noir, l'un des symboles de l'Angleterre. Ces jeunes hommes sont obligés de rester immobiles et complètement silencieux pendant la garde. Si un garde se fait remarquer en train de rire ou de parler aux touristes, il recevra une amende d'1/3 de son salaire mensuel. Donc, si tu te rends un jour à Buckingham Palace, aie pitié de ces pauvres types et ne les fais pas rire. Les nourrices royales doivent aussi être prêtes à affronter des difficultés. Elles assument de nombreuses responsabilités, d'une alimentation correcte à une conduite sûre, en passant par la cybersécurité. Pour être qualifiées pour ce travail, les femmes doivent suivre 3 ans de formation intensive. Toutes les nourrices royales reçoivent une éducation à l'ancienne qui encourage les activités de plein air. C'est pourquoi elles doivent être prêtes à passer beaucoup de temps à l'extérieur, même si le temps est pluvieux et froid. Neil Armstrong s'est préparé à sa mission sur la Lune pendant plus de 3 ans. Pour tenir face aux conditions de microgravité, il a dû apprendre à se déplacer latéralement et attaché et suspendu à un certain angle à marcher sur les murs. Il a aussi dû tester ses limites en suivant un régime alimentaire et un programme de sommeil très strict. Dans l'espace, il ne disposerait que de bœuf et de légumes déshydratés. À l'époque, les astronautes devaient passer du temps dans le désert, la jungle, en pleine mer et même en Arctique pour faire l'expérience des conditions les plus extrêmes. Aujourd'hui, les choses sont plus structurées, mais en ce temps-là, on lâchait simplement les équipages en pleine nature, sans provision, en attendant de voir s'ils s'en sortiraient. Avant de voyager vers la Lune, il a dû recueillir et étudier des échantillons de roches dans le Grand Canyon, explorer d'anciennes formations volcaniques dans un site sécurisé du Nevada et examiner des évents de gaz et de lave, des lacs de magma et des cratères sur l'île d'Hawaï. Le 20 juillet 1969, on a servi à Armstrong un copieux petit déjeuner avant le décollage. Steak, œufs, pain grillé, jus et café. Il s'agissait de ce que les médecins appellent un repas à faible résidu et qui lui permettrait de ne pas aller aux toilettes trop rapidement. Il lui a fallu 109 heures et 42 minutes pour atteindre la surface de la Lune, dans une zone appelée la mer de la Tranquillité. Il a dû parcourir 386 242 km pour y arriver. L'équipage aurait pu opter pour l'océan des tempêtes ou Sinus Medei. Mais ce premier site favorisait un bon atterrissage car la visibilité y était suffisante, la surface relativement lisse et sa distance permettait d'économiser du carburant. Lorsqu'il est arrivé à environ 150 mètres au-dessus de la surface lunaire, Armstrong a dû piloter la navette manuellement pour ne pas risquer d'atterrir dans un cratère dangereux. Il a manœuvré en survol pendant environ 1 minute et demie, déplaçant l'appareil avec précision afin de trouver une assise suffisamment stable. Une fois la navette posée, il a immédiatement envoyé un message désormais célèbre au centre de contrôle à terre situé à Houston, au Texas. L'Aigle a atterri. Il a ensuite descendu l'échelle du module lunaire, filmé par une caméra fixée à l'engin. La caméra transmettait les images vers la Terre, où des centaines de millions de personnes suivaient attentivement sa progression. À 22h56 précise, ce même jour, Armstrong a posé le pied sur le sol lunaire en déclarant « C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité ». Le planning indiquait que l'astronaute devait dormir avant d'aller marcher sur la Lune pour la première fois, mais Armstrong a choisi de sortir plus tôt que prévu. Manifestement, dormir était impossible. Si Armstrong était sorti de l'appareil sans le respirateur de sa combinaison, il aurait perçu une odeur étrange de moisi et de soufre.
Il ne l'a senti qu'après être retourné à l'intérieur du module. De la matière avait adhéré à sa combinaison et l'odeur s'est répandue dans toute la cabine. Il l'a plus tard comparée à celle qu'on sent dans une cheminée humide ou celle qui flotte dans l'air après un feu d'artifice. Qui aurait pu imaginer qu'une bougie parfumée aurait été nécessaire dans une navette spatiale? À part ceux qui sont allés sur la Lune depuis lors, personne n'a pu savoir précisément en quoi consistait cette odeur. Au retour de cette première mission, des échantillons de sol et de roches lunaires rapportés dans des récipients hermétiques ont été livrés à des laboratoires. Mais étrangement, une fois ceux-ci ouverts, aucune odeur n'a pu être constatée. Il a également affirmé que la surface de la Lune était ferme et poudreuse, et qu'il n'avait pas eu de difficulté pour se déplacer. Un autre membre de son équipage l'a rejoint environ 20 minutes plus tard. Leur promenade sur la Lune a duré un peu plus de 2 heures. Au cours de leur sortie, Armstrong et son coéquipier ont installé divers appareils sur la surface de notre satellite. L'un d'eux était destiné à mesurer précisément la distance entre la Terre et la Lune, en chronométrant le trajet aller et retour d'un rayon laser entre les deux corps spatiaux. Un autre était destiné à mesurer la probabilité des tremblements de Lune et des impacts de météorites, ce qui nous a appris que la Lune était bien vivante après tout. Nous savons aujourd'hui que les plus grands tremblements de Lune sont beaucoup plus faibles que les plus grands tremblements de Terre et que ces séismes peuvent durer près d'1 heure, soit beaucoup plus longtemps que sur Terre. Ils ont réussi à recueillir environ 23 kg d'échantillons de roches et de sol. Ils ont également pris de nombreuses photos du terrain et ont planté un drapeau américain. Armstrong a même eu l'occasion de s'entretenir avec le président Richard Nixon pendant moins d'1 minute. Pour finir, Armstrong devait aller explorer ce qu'on appelle aujourd'hui le cratère ouest, à 60 mètres de distance du module lunaire. C'est la plus grande distance parcourue depuis la navette lors de cette mission, à peu près les 2/3 d'un terrain de football. Une fois son travail terminé, Armstrong est retourné dans le module pour prendre un peu de repos. En se préparant pour le décollage, Armstrong et son équipage ont découvert qu'ils avaient endommagé l'interrupteur d'allumage du moteur d'ascension en le manipulant avec leurs gants. Ce n'est pas grave, se sont-ils dit, et ils ont utilisé un morceau de stylo pour actionner le disjoncteur et lancer la séquence de lancement. À 13h54, le célèbre Aigle a entamé son ascension. En plus des appareils installés sur la surface de la Lune, une plaque a également été posée. Elle dit « Ici, des hommes de la planète Terre ont pris pied pour la première fois sur la Lune, juillet 1969, après Jésus-Christ. Nous sommes venus dans un esprit pacifique au nom de toute l'humanité. » Des années plus tard, Armstrong a dit que la NASA avait limité leur temps sur la Lune parce qu'ils ne savaient pas si les combinaisons résisteraient aux températures extrêmes de notre satellite. Moins de 127 degrés pendant la journée, à moins 173 la nuit. Les choses se sont un peu compliquées lorsque Armstrong a atterri sur Terre, car il avait été exposé à des particules spatiales inconnues. Conséquence, avec son équipe, ils furent placés en quarantaine dès leur retour, aussitôt après l'atterrissage de leur capsule dans l'océan Pacifique, le 24 juillet. Ce confinement imposé aux astronautes d'Apollo 11 est l'une des raisons pour lesquelles nous avons aujourd'hui des micro-ondes dans nos cuisines. En revenant de leur mission, ils ont d'abord passé leur premier jour dans une installation de quarantaine mobile, dite MQF. Bien sûr, il y avait des fauteuils, des couchettes, des toilettes et des douches dans la MQF. Mais il ne restait pas beaucoup de place pour cuisiner de bons plats chauds. Comme il était impossible d'y installer un four ordinaire, mais aussi pour réduire les risques d'incendie, la NASA a dû faire preuve de créativité. Et c'est ainsi que le premier four à micro-ondes de cuisine a été mis au point. Les astronautes pouvaient maintenant facilement préparer leur repas sans disposer d'une cuisine équipée. Aujourd'hui, tu peux voir ce micro-ondes dans un musée d'Oakland en Californie.